On va maintenant voir comment toutes les notions de transfert de chaleur peuvent être utilisées dans une application très concrète, surtout en technique de génie électrique, où on a beaucoup de microélectronique, de processeurs, de cabinets électriques, de choses comme ça. Et tout ça dégage beaucoup de chaleur et souvent on a besoin d'enlever la chaleur, de l'extirper, vraiment de s'en débarrasser, de l'évacuer. Et puis, on utilise, dans ces cas-là, tout souvent, ce qu'on appelle un dissipateur de chaleur et aussi des ventilateurs. Donc, il y a un million de façons différentes de faire ça. Ce que j'ai choisi de faire, c'est j'utilise un site commercial d'une entreprise qui vend des dissipateurs de chaleur pour des processeurs et on va voir comment eux utilisent les notions de transfert de chaleur. Ils vous offrent même des calculateurs pour essayer de trouver quelle serait la grosseur du dissipateur de chaleur que vous avez besoin pour une application. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est le dissipateur de chaleur qu'on appelle communément le heatsink en anglais. Ben, il y a plusieurs couches. Généralement, on a une composante de microélectronique, un processeur qui va développer beaucoup de chaleur en l'utilisant. C'est assez commun d'avoir des processeurs qui peuvent développer 150 watts en chaleur, en énergie thermique. Mais tout ça, il y a plusieurs couches et pour ceux qui ont déjà assemblé un ordinateur personnel de leur propre main, ben vous savez que le processeur lui-même, quand on va venir installer un dissipateur de chaleur, ben on va ajouter plusieurs choses. Dans le fond, on est en train de monter comme une sorte de sandwich. Puis là, sur l'image que vous avez ici, c'est un peu à l'envers de ce que vous feriez sur la carte mère de votre ordinateur. Mais ce qui est sûr, c'est quand vous venez mettre votre processeur sur la carte mère, avant de mettre le dissipateur, vous venez rajouter souvent une graisse thermique. Ça, c'est ce qu'on appelle dans l'industrie un TIM. TIM, l'acronyme veut dire Thermal Interface Material. Donc, c'est un matériau qui permet de faire l'interface thermique entre deux composantes. Ici, c'est notre processeur et une base. Cette base-là, généralement, va servir à conduire la chaleur. Souvent, notre dissipateur est plus gros que notre processeur. Donc, la chaleur qui sort de notre processeur, on l'envoie. Ça permet ça de vraiment là, envoyer la chaleur sur une plus grande surface. Et entre les ailettes de notre heatsink et la base, souvent, il y a une soudure. Et entre les ailettes et l'extérieur, ben c'est de l'air. Et souvent, cet air-là, si ça dégage pas beaucoup de chaleur, on peut utiliser l'air ambiant, mais sinon, on va utiliser un ventilateur pour forcer l'air, pour aider justement au transfert de chaleur. Alors, comme vous voyez, tout ça, c'est des couches une par-dessus l'autre, et bien sûr, il y a des résistances de contact entre chacune, donc c'est vraiment le modèle qu'on avait déjà vu, une couche, une résistance de contact, une autre couche, une autre résistance de contact, une autre couche, et à l'extérieur, il y a du vent qui passe ici. Donc, ici, ça serait un peu comme nos ailettes, puis de ce côté-là, on aurait ici notre processeur, et les différentes couches qui sont construites ici. Mais à chaque fois, ça rajoute de la résistance et, comme vous voyez, on va avoir un delta T, une variation de température entre le début et la toute fin. Et je dirais même la toute fin, la température de l'air ambiant. Et là, ce delta T-là, c'est ça qui va déterminer l'efficacité de notre heatsink, de notre dissipateur de chaleur. Mais tout ça s'additionne, les résistances thermiques s'additionnent, et à cause de ça, toutes les delta T vont s'additionner ici, et le delta T total, celui entre le processeur et l'air ambiant,
Ben, c'est ça qui va être important dans notre calcul pour choisir notre... devrait être quoi la grosseur de notre dissipateur de chaleur. Donc, la compagnie s'appelle Celsia, si je me rappelle bien. Je vous mets ici la... On voit là que ça, c'est un lien ici. Vous pouvez utiliser ce lien-là pour aller ouvrir le lien Internet de cette compagnie-là. Et la première chose qu'il vous propose, c'est de faire une première estimation de la grosseur. Vous avez votre processeur ici. Vous avez la base qui va transmettre la chaleur aux ailettes. Et tout ça a des dimensions. Bon, il y a une dimension pour le processeur qu'on veut utiliser plus tard, mais ici, on va rentrer la longueur, la largeur. Vous voyez les ailettes ici, donc l'air passe de cette façon-là. Ça va rentrer ici et ça va sortir de l'autre côté. Donc, il va y avoir d'un côté un ventilateur qui va pousser l'air à l'intérieur de ça. Donc, je répète, la longueur ici, du côté des ailettes, c'est la largeur. Et l'épaisseur totale, hein, autant la longueur des ailettes, la hauteur des ailettes ici, et l'épaisseur de la base comme ça, les deux ensemble, ça va vous donner, grosso modo, un volume pour votre dissipateur. Et selon la puissance de votre source de chaleur, la température que vous ne voulez pas dépasser pour ce processeur-là, la température ambiante, hein, celle qui est dans le cabinet, dans le fond, et la température, le delta T, dans le fond, ce qu'on appelle, dans le fond, le delta T total, c'est le budget thermique de notre système ici. Et là, on a une valeur qui s'appelle la résistance thermique volumétrique, qui est basée sur ce petit tableau-là, dans le fond. C'est en relation avec la vitesse du vent. Le vent qui passe dans les ailettes, ça c'est la vitesse du vent ici. Et, bon, si on a un vent qui est 1 mètre par seconde, c'est pas très bruyant. Si on n'a même pas de ventilateur, que c'est de la convection naturelle, bien sûr, ça fait aucun bruit. Si notre vent se déplace à 2,5 mètres par seconde, ça commence à faire un peu plus de bruit. Rendu à 5 mètres par seconde, on dit que c'est bruyant ici. Et bien sûr, vous avez des valeurs 200, 500 et 1000 LFM. LFM veut dire Linear Feet per Minute. Donc, c'est la vitesse du vent linéaire, en ligne droite, la vitesse que le vent parcourt en ligne droite, en pieds par minute. Donc, vous avez les deux valeurs, là, autant impériales que métriques. Et généralement, on va vous dire qu'est-ce que vous devriez utiliser comme valeur thermique et on se base sur le tableau pour rentrer cette valeur-là dans notre estimé. Ça va nous donner un volume et ça va nous dire si ce volume-là, dans le fond, si on rentre ces chiffres-là, si on dit, bon, si ma longueur c'est tant, ma largeur c'est tant, et ma hauteur c'est tant, voici le volume que ça me donne avec ce calcul-là, et le logiciel va comparer ça avec le volume que vous devriez utiliser pour rencontrer ces paramètres-là, qui sont généralement là, qui vous viennent là, du manufacturier de votre processeur. Et là, vous allez savoir si c'est assez gros ou trop gros, beaucoup trop gros ou trop petit ou à peu près la bonne dimension. Donc déjà, ça vous aide à trouver un peu ça devrait être quoi la grosseur de ce bidule-là. Une fois qu'on a un bon estimé, bien, on a une partie du travail de fait. Là, on va aller voir un autre calculateur sur le même site. Je vous donne le lien ici. Je vous le donne directement parce qu'il est un peu difficile à trouver sur leur site. Ils ont fait des changements. C'est un petit peu compliqué à trouver, mais j'ai fait ce travail-là pour vous. Et là, on vous demande beaucoup plus d'informations. On va vous demander de rentrer encore la puissance de votre processeur, les dimensions de ce processeur-là ici. On vous demande aussi, est-ce que c'est
centré ou dans le coin. Généralement, on va choisir centré. Ils vont vous faire des calculs avec ça. On continue. La largeur, plutôt la longueur, la largeur et l'épaisseur de la base. Si on revient ici, c'est ces valeurs-là qu'on utilisait. Là, faites attention. Vous avez la hauteur des ailettes, ici, plus la hauteur de la base, comme ça. Ce qu'on veut dire ici, c'est seulement la base. Cette hauteur-là, l'épaisseur de la base, comme ça, et c'est quoi le matériau de la base. Vous allez voir que vous pouvez rentrer pas mal la longueur que vous voulez, mais la largeur, hein, cette dimension-là ici, vous allez avoir des valeurs discrètes. Vous allez devoir choisir une de leurs dimensions standards. Donc, vous ne pourrez peut-être pas avoir exactement les chiffres que vous aviez voulu avoir ici. OK. Une fois que vous avez rentré toutes ces dimensions-là, c'est ici qu'on commence à faire un peu de calcul. En fait, si on avait la hauteur totale, qu'on choisit une hauteur de base, ben, ce qui reste, si on fait la soustraction, ça va être la hauteur des ailettes. Donc, vous pouvez rentrer ce chiffre-là, vous l'avez déjà calculé, vous avez une petite soustraction à faire. Et après ça, c'est l'épaisseur. Est-ce que c'est des ailettes qui sont minces ou des ailettes épaisses? Vous avez un standard à choisir ici. Et vous allez avoir à choisir c'est quoi l'espace entre les ailettes. Si cet espace-là est trop petit, l'air va avoir de la difficulté à parcourir, à passer à l'intérieur de votre dissipateur de chaleur, votre heatsink. Je reviens sur le airflow, ça ne sera pas très long. Bon, le matériau des ailettes, vous avez un matériau à choisir et vous devez spécifier c'est quoi la température ambiante dans votre cabinet. En passant, on vous donne ici des petits trucs pour que ça donne quelque chose qui est viable. Suivez ces guides-là, ça va vous aider. On vous donne par exemple ici, choisissez une longueur raisonnable d'ailettes, hein, la hauteur des ailettes. Si les ailettes sont trop longues, vous allez voir l'efficacité diminuer, parce que le bout des ailettes va toujours être froid, va toujours être à la température de l'air ambiant, il n'y aura pas de transfert de chaleur qui va se faire entre les ailettes et l'air qui passe. Et finalement, vous choisissez le type de matériau là, pour l'interface. Souvent, on peut choisir une graisse thermique. Il existe d'autres matériaux. Il existe des graisses qui coûtent plus cher, mais qui sont performantes au niveau du transfert de chaleur entre le processeur et le heatsink. Donc, ça, c'est à votre choix ici. Ça dépend de votre budget monétaire. Une fois que vous avez rempli tout ça, on va vous donner ici des résultats. Hein, les delta T de chacune des couches de notre matériau. Pas de notre matériau, excusez-moi, de votre dissipateur thermique. Et là, c'est ce qui nous intéresse beaucoup, c'est ces deux valeurs-là ici. Vous voyez, il y en a une, c'est Vapor Chamber, et l'autre, c'est Metal Base. Vous avez ici deux valeurs différentes. Metal Base, ça veut dire que ça, c'est tout simplement une plaque de métal bien ordinaire, pleine, qui va transférer la chaleur. Et là, regardez, comparé à Vapor Chamber, le delta C est beaucoup plus grand. Si on revient au début ici, si le delta C est plus grand, ça veut dire qu'il y a plus de résistance. Donc, la chaleur a de la difficulté à passer à travers toutes les couches. Si j'avais un plus petit delta T comme ça veut dire que je transfère beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement la chaleur. Donc, plus ça c'est petit, mieux c'est. Mais qu'est-ce qui arrive ici? C'est quoi un Vapor Chamber? C'est tout simplement le produit que cette entreprise-là vend. C'est cette plaque-là ici, elle est creuse, elle a une construction spéciale, mais à l'intérieur, il y a un cycle de condensation et de vapeur qui se fait lors du transfert de chaleur provenant de votre processeur et l'air qui passe à travers les ailettes pour refroidir le processeur.
Donc, constamment, il y a un liquide qui est en train de se condenser et de s'évaporer et de se condenser. Et comme on avait vu dans une capsule précédente, bien, ça demande énormément d'énergie pour faire ces transferts de phase-là, parce qu'on passe de la phase vapeur à la phase liquide. Donc, on utilise ce principe-là de la matière, le changement de phase, pour rendre nos dissipateurs thermiques beaucoup plus efficaces. Et comme vous voyez, si j'utilise un vapor chamber, au lieu d'une plaque de métal bien ordinaire, j'ai un plus petit delta T. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je peux diminuer le airflow. Parce que le airflow que vous allez mettre ici, vous avez déjà une idée un peu c'est quoi le airflow que vous voulez mettre avec ce petit tableau-là. Mais plus je l'augmente, plus le delta T diminue. Mais plus je l'augmente, plus le bruit augmente aussi. C'est peut-être un problème selon l'application. Donc, dépendamment de ce que vous voulez faire, vous pouvez réduire les CFM si vous utilisez un vapor chamber comparativement à une base de métal. Là, vous allez me dire, « Hey, les CFM, c'est quoi? » Parce qu'ici, j'avais des LFM. Est-ce que c'est la même chose? Pas du tout. Alors là, on peut utiliser un autre calculateur. N'oubliez pas, j'ai mon vent, le vent qui passe à travers mes ailettes ici. J'ai toujours la largeur et la hauteur des ailettes. J'ai la longueur ici, mais c'est pas vraiment important dans notre calcul rendu ici. Qu'est-ce qu'un CFM? Bien, c'est la vitesse de mon vent en LFM fois la largeur fois la hauteur de la section que je traverse. Donc, vous voyez la hauteur ici et la largeur ici. Donc, ça me donne la surface totale. Hein? Largeur fois hauteur, ça me donne la surface. Multiplié par la vitesse, ça va me donner les CFM. Si, bien sûr, ma hauteur est en pied, ma largeur est en pied, parce que mes LFM sont en pied. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, j'utilise un autre calculateur. Vous en avez l'exemple ici, je vous mets un lien. Ça vous amène à ce site-là. Vous avez peut-être à cliquer sur une flèche pour continuer vers le site, parce qu'il y a toujours un peu de publicité. Mais vous pouvez rentrer en CFM la valeur. Hein, cette valeur-là ici en CFM. Là, ici, pour l'exemple, j'avais rentré un 7. C'est une conduite rectangulaire, c'est pas une conduite ronde. Donc, c'est une conduite rectangulaire, je coche ça. Je mets la hauteur et la largeur. Ah, ça me donne le choix de pouvoir choisir les millimètres. Et je clique sur calculer. Et ça va venir me donner toute une panoplie de conversions comme ça. Vous voyez, j'ai les LFM ici et j'ai les mètres par seconde ici. 7 CFM pour une conduite qui a ces dimensions-là, ça me donne 0,54 mètres par seconde. Si je reviens au tableau ici, qui me donnait, selon la vitesse, c'était quoi le bruit? Ben, je vois que 0,5, c'est même en dessous d'1 mètre par seconde, qui était déjà pas très bruyant, donc c'est très silencieux. Vous avez la valeur en LFM, 1 mètre par seconde, c'est 200 LFM. Vous voyez ici, avec mon 7 CFM, j'ai un LFM de 106-107 à peu près. La moitié. Donc, effectivement, c'est très silencieux. Vous préférez faire les calculs vous autres même? Bon, ben, vous avez les acronymes ici. Cubic feet per minute. C'est ça que ça veut dire, CFM. C'est dans la ventilation, c'est une unité qu'on utilise beaucoup. LFM, linear feet per minute. Et pour vous aider à la conversion, bien, un pied, c'est égal à 30,48 cm. Donc, vous pouvez vous promener entre ces trois calculateurs-là, ici, pour faire la conception et ensuite dire au fournisseur, voici ce que j'ai de besoin comme dissipateur, c'est quoi la longueur,
c'est quoi l'épaisseur de mes ailettes, la hauteur de mes ailettes, etc. Est-ce que je veux ou non un vapor chamber ou une plaque, c'est suffisant? Tout ça dépend de votre application.